Merci beaucoup Nelson Djetten. On va accueillir notre invité Bernard-Henri Lévy, écrivain et philosophe. Bonsoir Monsieur Henri Lévy, on est ravis de vous retrouver. Allez-y, prenez place, juste à côté de Nelson Djetten. Je voulais juste vous entendre sur cette enquête de Nelson Djetten consacrée à l'intelligence artificielle. Ça vous fascine, vous, l'IA, ou ça vous effraie ? Ça m'effraie. Ça m'effraie. Non, mais ça m'effraie. Je m'en doutais. On est vraiment dans le transhumanisme. Donc, on va vers des situations absolument atroces. Alors, je vois bien les avantages, j'entends bien pour la médecine, pour les opérations, pour tout ça. Mais pour ce qui est de cette façon de copier, de singer l'intelligence humaine, a quelque chose de terrifiant. Vous n'avez jamais utilisé l'intelligence artificielle ? Pas encore, non. Pas encore. Non. Et puis d'abord, je ne l'ai jamais utilisé. Et puis, je crois en même temps que ce que vous faites ici sur ce plateau, vos commentaires ou mes livres, l'intelligence artificielle ne fera jamais ça non plus. Vous voyez, quelle que soit sa vélocité. On espère être au niveau. Pardon ? On espère être au niveau. On y travaille. Mais bien sûr, parce que le propre de l'intelligence, c'est tout de même l'intuition, l'imagination et l'invention. Voilà. Et je pense que l'IA n'en est pas encore là. Donc le vrai risque, c'est qu'elle nous présente comme des contenus inventifs et imaginatifs, des choses qui se contentent de répéter ce qui existe déjà. Elle sera répétitive. Merci en tout cas Nelson pour votre enquête. Et à demain soir, Bernard-Henri Lévy, on vous reçoit évidemment pour votre dernier livre, Nuit blanche, aux éditions Flammarion, dont on va... Grasset. Aux éditions Grasset, pardonnez-moi. Attention à ne pas se tromper. Aux éditions Grasset, dont on va évidemment parler dans un instant, parce que c'est fascinant ce que vous révélez dans ce livre, et ça dit beaucoup de choses sur vous, peut-être comme jamais d'ailleurs vous ne l'avez fait. Mais d'abord, on a évidemment beaucoup de questions à vous poser sur l'actualité qui a marqué cette journée. Évidemment, ce nouvel échange d'otages qu'il y a eu, otages du Hamas contre des détenus palestiniens. 3 ex-otages du Hamas détenus contre une centaine de détenus palestiniens. On va aller du côté de Tel Aviv où nous attend notre envoyé spécial Clémence Dibou pour essayer de comprendre, Clémence, quel est l'état d'esprit ce soir entre, j'imagine, la satisfaction de voir de nouveaux ex-otages libérés et l'inquiétude aussi, forcément, pour la suite. Des sentiments ambivalents qui traversent la société israélienne. D'abord, évidemment, le soulagement face à ces images de bonheur, d'otages qui sortent en vie, sur leurs deux jambes et qui rencontrent leur famille. Soulagement et surtout pour les Israéliens qui ne connaissent parfois pas ces otages, le besoin de vivre ces moments ensemble. Ce que vous voyez derrière moi à place des otages, c'est un écran géant qui vient de s'éteindre. Mais tout à l'heure, il y avait beaucoup de monde pour venir voir ces images de la journée de ces otages qui ont rencontré leur famille et un besoin de les partager ensemble. Parfois, dans la rue, quand on est ici à Tel Aviv, on voit les gens dans la rue avec leur téléphone portable en train de regarder les informations et s'exclamer ensemble, par exemple, qu'il y a eu une libération. Vous voyez ce sentiment de soulagement. Il y a aussi, vous l'avez dit, l'inquiétude quant à ces otages qui sont toujours dans la bande de Gaza, parfois ceux qui sont sur la liste des 33 noms d'otages qui devraient sortir lors du premier accord de cessez-le-feu, et puis la soixantaine d'autres otages qui ne sont toujours pas sur cette liste. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait beaucoup de monde ce soir. C'était pour se réunir, pour demander la continuation du cessez-le-feu et d'un nouvel échange de libération de prisonniers. Mais il y a aussi de la colère parfois, à l'image de ces personnes aujourd'hui, ces Israéliens qui disent mais en fait cet accord, il était sur la table depuis 6 mois, pourquoi on a perdu du temps avant que Benyamin Netanyahou veuille bien le signer? Et puis il y a aussi, pas forcément à Tel Aviv, plutôt à Jérusalem, plutôt dans les milieux religieux, les Israéliens qui sont opposés à ce cessez-le-feu, qui estiment qu'avec ce cessez-le-feu, qu'avec cette libération de prisonniers palestiniens, c'est un nouveau 7 octobre qui pourrait arriver par le passé, et c'est aussi une ligne de fracture en ce moment en Israël. Merci beaucoup Clémence Dibou, en direct de Tel Aviv. J'imagine que vous les avez vues, ces images, Bernard-Henri Lévy, de retrouvailles qui rythment maintenant ces semaines, et notamment celle aujourd'hui d'Ofer Calderon, on le voit ici, franco-israélien, avec ses 4 enfants. 2 d'entre eux ont été enlevés avec lui le 7 octobre dernier. Quel regard portez-vous sur ces images ? J'ai vu ces images et j'ai vu aussi les images de Yarden Bibas qui est rentré, lui, alors qu'il est à peu près certain ou qu'il y a de très grands risques que ces 2 petits bébés, Ariel et Kfir, ne soient plus de ce monde. Et il y avait dans le regard de cet homme quelque chose d'éteint, quelque chose de brisé. Dans le regard de Yarden Bibas, du papa. C'est votre pressentiment ?
que ces 2 enfants encore retenus par le Hamas? C'est ce que le Hamas a annoncé il y a quelques mois, avec une cruauté, un cynisme infini. Et il y a encore évidemment un mince espoir, puisqu'ils n'ont pas donné de preuve de leur mort. Mais en tout cas, ces 2 petits bébés, ou bien ils sont morts, ou bien ils vivent depuis 500 jours dans des conditions atroces, dans des tunnels humides et affreux, sans voir la lumière du jour. Tout cela est d'une très grande inhumanité. 1900 détenus palestiniens contre 33 otages, c'est ce qui devrait être sur le papier mis en place durant tout cet accord de trêve. Est-ce que cet accord, Bernard-Henri Lévy, aujourd'hui, il vous semble équilibré? Équilibré, non. Vous savez, première chose, il faut savoir, en Israël, la vie humaine n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Les Israéliens ont été capables, il y a quelques années, d'échanger un otage, le soldat Shalit, contre 1000 criminels, contre 1000 terroristes, dont Yahya Sinwar. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'ils font. Donc, ça n'est pas un accord équilibré, c'est certain. Mais c'était les conditions du Hamas, voilà. Et aujourd'hui, pour ce qui me concerne, je suis heureux de ces libérations et très inquiet de voir autant de criminels et de terroristes relâchés dans la nature, et très inquiet de voir, pardon, ça a été peu souligné, la façon dont ils sont acclamés, accueillis dans les rues de Cisjordanie. Lors du retour de ces détenus lors de leur libération. Dans la bande de Gaza. La façon, oui, ou en Cisjordanie. Certains en Cisjordanie, d'autres dans la bande de Gaza. La façon dont la société palestinienne les accueille, les célèbre, a quelque chose de très inquiétant. D'un côté, vous avez les mêmes Palestiniens qui qui menacent de lyncher les jeunes femmes libérées ou les otages aujourd'hui, et de l'autre, qui célèbrent les assassins. Donc il y a là quelque chose de... Parce que pour vous, ces détenus palestiniens sont tous des assassins, tous des terroristes en puissance? Pas en puissance, ce sont des hommes qui ont été condamnés pour des crimes... Mais pour des raisons différentes, quand même. On ne peut pas... Pour vous, on peut les mettre tous dans le même panier? En tout cas, on ne peut pas les mettre dans le même panier que les otages. Les ex-otages du Hamas. Ça, c'est une chose absolument certaine. Et on a entendu beaucoup dans les commentaires cette mise en relation-là. Oui. Et celle-là, elle est insupportable. Inaudible pour vous. Après, Israël est un État de droit. Ces Palestiniens emprisonnés ont été condamnés pour des crimes différents, à des peines différentes. Il y a parmi eux un nombre important qui sont des criminels de sang, bien sûr. On va en parler dans un instant, juste Olivier, parce que vous y faisiez référence aussi, quand même, cette mise en scène qui a entouré la libération de ces ex-otages. Vous les avez vus, j'imagine, ces images sur cette estrade, notamment la semaine dernière, des images particulièrement choquantes avec ces 3 ex-otages, ces femmes qui levaient le pouce, qui souriaient, images extrêmement choquantes et qui interpellent. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui a pu se passer avant, selon vous? Comment vous les avez interprétées, ces images? D'abord, vous savez, ces jeunes femmes, à l'instant où elles sont exhibées devant la foule, je ne suis pas certain qu'elles savent qu'elles sont libres. Je ne suis pas certain qu'elles sont certaines de retrouver les leurs dans quelques heures. Elles sont là. Et c'est pourquoi nous les diffusons floutées, parce qu'on considère qu'à ce moment-là, elles ne sont pas encore complètement libres et libres de l'enfant. Elles ne sont pas libres, elles sont dans l'effroi, elles sont entourées par une foule déchaînée qui, encore une fois, est au bord du lynchage. Elles sont, entre guillemets, encadrées par des hommes armés en uniforme qui sont les combattants du Hamas. Et il y a cette mise en scène abominable où on les met sur cette espèce d'estrade improvisée. Mais comme aujourd'hui, Yarden Bibas, le père des 2 enfants, Ariel et Kfir, a été contraint à la même mise en scène. C'est-à-dire entouré de gardes sur l'estrade, faisant un petit geste de la main, probablement à la foule palestinienne qui est en train de le filmer, comme une bête de cirque. Il y a là quelque chose d'atroce. Vous parliez tout à l'heure de la population palestinienne. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une responsabilité politique
du gouvernement israélien, mais même plus largement des États-Unis et même de l'Union européenne, à ne pas plus mettre en valeur ceux des Palestiniens qui ne sont pas derrière le Hamas, ceux qui croient encore à la possibilité de vivre avec 2 États et de vivre en paix. Ce qui reste de l'autorité palestinienne, elle existe. Ces Palestiniens qui ne veulent pas combattre, ils existent et ils sont complètement mis de côté, voire oubliés. Mais mis de côté par qui? Et ils devraient être mis en valeur, qu'ils se mettent en valeur eux-mêmes. Oui, mais on ne les reçoit pas, mais chaque fois, lorsqu'Israël mène des opérations, ça n'est pas en collaboration avec l'autorité palestinienne. Olivier Ravanello, chaque fois qu'un émissaire américain, chaque fois qu'un haut responsable européen, depuis le début de cette guerre déclenchée par le Hamas, se rend sur place, il rend visite à Mahmoud Abbas. Il rend visite au premier ministre israélien et il rend visite au président de l'autorité palestinienne. Il n'a jamais encore une solution à 2 États, là, au moment où nous parlons? Au moment où nous parlons, vous à titre personnel, vous y croyez encore? Non, je n'y crois pas aujourd'hui. Et pourtant, vous y avez cru. Attendez, j'y ai cru et j'y croirai. Mais la solution à 2 États, elle sera possible le jour où le peuple palestinien sera effectivement et totalement débarrassé du Hamas et de tout ce qui lui ressemble. À ce sujet, Bernard-Henri Lévy, je voudrais qu'on écoute une proposition choc, une de plus, de Donald Trump, alors que Benjamin Netanyahou sera reçu mardi par le président américain. Voilà ce que disait Donald Trump il y a quelques jours. Je m'entretiendrai avec le général Al-Sisi demain dans la journée. J'aimerais que l'Égypte prenne des gens et j'aimerais que la Jordanie prenne aussi des gens. Il s'agit d'1,5 million de personnes et nous allons tout nettoyer. Vous savez, au fil des siècles, il y a eu de très nombreux conflits. Et je ne sais pas, il faut que quelque chose se passe. Qu'en pensez-vous? Qu'on ne nettoie pas une population. Voilà. Et que donc cette proposition est absurde. C'est pas ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, Gaza, c'est comme l'Allemagne en 1945. C'est-à-dire qu'en effet, il faut dénazifier Gaza. Ça, c'est certain. Mais c'est un travail sur les esprits, c'est un travail politique. Ça suppose que l'on contraigne le Hamas à déposer les armes, à reconnaître sa défaite, qu'on s'interdise de le laisser parader comme il le fait ces jours-ci, mais pas nettoyer Gaza. Contraindre le Hamas à déposer les armes, à reconnaître sa défaite, vous y croyez franchement? Franchement, j'y crois, oui. Et je crois que c'est la seule solution. Je crois que si on veut, si j'étais aujourd'hui israélien, si j'étais saoudien ou si j'étais jordanien, mon espoir, ce serait ça, que ces monstres, que ces barbares soient contraints à une défaite totale, à une défaite humiliante, à une défaite qui fasse en sorte qu'ils perdent leur aura qu'ils ont encore et qu'ils ont aujourd'hui, que l'on voit aujourd'hui auprès de la population palestinienne. C'est une affaire extrêmement importante. Tant qu'on laissera ces hommes apparaître comme des libérateurs, apparaître comme des champions de la cause de leur peuple, la partie sera perdue. Et pas seulement pour Israël, pour le reste de la région. C'est une guerre de communication, au fond. Mais comment est-ce qu'on fait pour combattre cette idéologie? Comment on peut combattre une idéologie? Comment on peut combattre quelqu'un qui s'est instillé dans un territoire à ce point-là? Par la défaite militaire. Vous savez, moi j'ai vécu la libération de Mossoul. J'ai vécu la défaite idéologique de Daesh à Mossoul et à Raqqa. À Mossoul, j'en ai fait un film. Comment ça s'est passé? Ils ont perdu idéologiquement parce qu'ils ont perdu militairement. Comme les nazis ont perdu militairement il y a 80 ans. C'est comme ça que ça se passe. Parce que le jour où ce type d'hommes perdent militairement, leur aura s'effondre, s'effrite. Ça doit passer avant tout par la défaite militaire. Je voudrais qu'on vous entende aussi, Bernard-Henri Lévy. C'est le choix d'Olivier Ravanello de ce 20h BFM sur cette décision de Donald Trump qui a donc choisi de geler d'un trait de plume toute l'aide étrangère américaine. Ça représente quand même 65 milliards de dollars pour financer donc l'aide humanitaire un peu partout dans le monde, dans des pays notamment qui connaissent des crises majeures. Et c'est un choc terrible, hein.
Oui, vous savez, cette aide humanitaire, c'est une image qui est assez simple. Ce sont des palettes qui sortent d'avions cargo blanches et qui systématiquement, dans les pays en guerre, venaient suite au kaki des militaires, au bleu ciel de l'ONU, pour accompagner une intervention militaire américaine, mais aussi des catastrophes comme le séisme en Haïti. La logique, elle était toujours la même, c'est de venir en aide à des populations, mais aussi d'accompagner des programmes d'éducation, notamment auprès des filles en Afghanistan. À ce jour, à l'heure où on parle, en Afghanistan, il y a 35 organisations non gouvernementales, des ONG, qui ont stoppé leur programme, purement et simplement, parce que, comme quantité d'autres dans le monde, elles ont reçu cette lettre de Donald Trump: tout usage des fonds pour promouvoir la diversité, l'équité, l'inclusion doit cesser immédiatement. Alors, devant le tollé, de légers aménagements ont été consentis sur les livraisons de médicaments, d'aide alimentaire immédiate, sur le soutien aussi à Israël et à l'Égypte. L'Ukraine, en revanche, en fait immédiatement les frais, non pas d'un point de vue militaire, mais tout le soutien à la société ukrainienne est stoppé. Qu'est-ce qu'il cherche exactement, Trump ? Il cherche deux choses. La première, c'est évidemment de donner un satisfecit à son électorat sur un thème assez classique. On va arrêter de dépenser votre argent pour aller financer partout dans le monde le wokisme et les idéaux des démocrates. Ça, on a bien compris, mais derrière cela, il y a autre chose qui est un peu plus profond. Ces aides américaines, qui sont assez anciennes, financent, accompagnent au fond un mode de civilisation, c'est-à-dire qu'elles accompagnent des programmes qui soutiennent la liberté d'expression, qui soutiennent le respect des femmes, qui soutiennent l'éducation, qui soutiennent l'ouverture à la science, qui vont beaucoup plus loin que simplement une aide alimentaire. Et on pourra débattre, et je veux bien en débattre, et évidemment il y a un débat sur la politique d'ingérence qui s'accompagne de tout cela, de la part des Américains, mais aussi des Européens. Il n'en reste pas moins vrai que si les Américains reculent et laissent le champ, d'autres vont venir, des Russes, des Chinois, des Saoudiens, avec d'autres programmes d'aide, mais qui, eux, seront porteurs d'autres valeurs. Bernard Lévy, est-ce que vous avez peur de voir s'effondrer un modèle américain et, au fond, un modèle occidental ? Je crains de voir d'abord se briser l'Occident par la faute de Donald Trump. L'Occident est en train de se casser en deux. Je crains, deuxièmement, que tous ceux qui, et celles et ceux qui, en Afghanistan, en Iran ou ailleurs, croient dans les valeurs occidentales, se sentent abandonnés, se sentent lâchés. Et je crains, troisièmement, comme vous venez de le dire, que ce vide créé par le retrait américain ne soit rempli par Erdogan, par Poutine, par les Chinois ou par des dictateurs divers. Vous savez, l'ingérence, comme vous disiez, et l'aide humanitaire, c'est une des grandes avancées du XXe siècle. Dans ma longue vie, j'ai vu un progrès, quelque chose qui était incontestablement une avancée de civilisation, c'est cette question de l'aide humanitaire, c'est-à-dire le secours aux civils, le secours aux innocents, le secours à ceux qui, sous la botte et dans les dictatures, se croient en nos valeurs et nous appellent à l'aide. Mettre fin à ça, c'est une erreur tragique. Est-ce que la démocratie, justement, quand on prend par exemple le discours de Sergueï Lavrov qui dit en fait l'ONU, tout ce système de valeurs-là qu'on vient de dénoncer, c'est la doctrine de l'envahisseur. La démocratie en tant que telle, elle fait encore rêver ? Pour l'instant, l'envahisseur, c'est Lavrov. C'est lui qui envahit l'Ukraine, c'est lui qui envahit certains pays d'Afrique, et c'est lui qui exerce le colonialisme d'aujourd'hui. Numéro 1. Numéro 2, l'aide humanitaire dont on parle, ça n'a rien à voir. Ça consiste à entendre la voix de ceux qui, dans la solitude et dans la nuit, se réclament de la philosophie des Lumières. Ça veut dire leur dire « on est avec vous ». On va pas faire le travail à votre place, on va pas vous libérer, mais on est avec vous, vous n'êtes pas seul. Donc, stopper ce message, c'est les renvoyer aux ténèbres. Et cette aide, concrètement, pour les Ukrainiens, par exemple, qui sont régulièrement touchés par des coupures d'électricité, par des coupures de courant, ça leur a permis de passer l'hiver. Vous le savez mieux que personne, parce que vous y êtes allé plusieurs fois sur place. J'y ai passé beaucoup de temps depuis 3 ans. J'ai beaucoup reporté ce qui se passe là-bas. J'ai vu pas seulement l'électricité, vous savez, les écoles, les orphelinats, les hôpitaux, les centres de réhabilitation pour amputés et estropiés, les journaux libres. Il y a un journal à Mykolaïv, par exemple, que je connais, qui est un journal libre qui fonctionnait grâce à des subventions
de cet organisme américain qui centralise les aides américaines, qui aujourd'hui est menacé de disparition. Sur ce conflit ukrainien, on a vu que malgré tout, Donald Trump, à sa manière, a réussi à intensifier les négociations pour mener à des libérations d'otages contre des détenus palestiniens. Est-ce que vous pensez que, une fois de plus, à sa manière, avec sa méthode, il peut ramener la paix en Ukraine, comme il l'a prétendu? En 24 heures, il va régler ce conflit ukrainien, c'est ce qu'il a dit. D'abord, je crois que les libérations d'otages, je crois que c'est pas Donald Trump. Je crois que si des otages sont libérés aujourd'hui, c'est grâce à Israël et grâce à la pression militaire que l'armée israélienne, que Tsahal exerce sur le Hamas, parce que sans cette demi-victoire ou cette quasi-victoire, le Hamas n'aurait eu aucune raison de libérer les otages. Les plus grands spécialistes disent que les Américains ont quand même joué un rôle crucial dans ces négociations. Pas que. La France a joué un rôle, par exemple. Moins important que les Américains. Oui, peut-être moins important, mais un rôle réel. Alors ça, je vous donne une information. Dans les discussions, par exemple, sur l'âge qui permettait d'être libéré et qui a permis aujourd'hui à Yofer Calderon d'être libéré. La France a joué un rôle très important dans le passage de médicaments. Les médicaments que la Croix-Rouge n'était pas foutue de livrer aux otages israéliens dans la souffrance. Je peux vous dire, la France, auprès de quelques dizaines d'entre eux, a joué un rôle. Donc, en tout cas, Donald Trump, il est là depuis 3 semaines, donc c'est certainement pas lui. Sur la longue durée, les États-Unis ont joué un rôle, la France a joué un rôle, et voilà. Mais surtout, Tsahal a joué un rôle en contraignant le Hamas à négocier. Vous voulez évidemment vous entendre sur toutes ces actualités très importantes, mais aussi sur votre dernier livre. Ça s'appelle Nuit blanche aux éditions Grasset, livre dans lequel vous révélez que vous êtes insomniaque depuis des années. Je peux vous faire une confidence? Oui. C'est ce que je crains le plus. L'insomnie? Oui. Vous avez raison. C'est terrible, mais je ne sais pas comment. Alors écoutez, avec tout ce dont vous parlez tous les soirs, avec tous ces drames dont vous êtes dont vous témoignez, je ne sais pas comment vous faites pour bien dormir. Parce qu'honnêtement, moi, une des choses qui me tourmente beaucoup, c'est ce dont nous parlons depuis un moment. C'est en effet les enfants Bibas, c'est les Ukrainiens bombardés, et c'est cette insomnie du monde. Et alors bravo, si vous arrivez à vous endormir avec ça, c'est magnifique. Moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal. C'est lié, les deux sont liés. Oui. C'est lié au fait que, comme vous le racontez très bien dans ce livre, votre corps ne parvient plus à se relâcher. Oui. Vous avez perdu cette capacité. Oui, et plus je voudrais pas noircir le tableau et noircir le cœur de ceux qui vous écoutent et qui vont bien dormir, j'espère pour eux dans quelques minutes. Mais c'est vrai que plus nous avançons dans ce siècle et dans la noirceur du siècle, plus en effet, je suis hanté par le monde que je vais laisser à mes enfants et à mes petits-enfants. Je suis habité, horrifié par ces images Vous avez grandi intellectuellement dans un monde où il y avait l'URSS, la menace nucléaire. Ce monde-là vous paraissait moins pire qu'aujourd'hui? C'est ce que je raconte dans le livre. J'ai grandi d'abord dans un monde où il y avait l'idée d'un progrès inévitable. Il y avait l'idée, quand j'étais jeune homme, que demain serait forcément mieux qu'hier, que le temps avait un sens, premièrement. Après, deuxièmement, j'ai grandi, quand j'ai eu 40 ans, dans l'idée que l'Occident avait gagné, qu'il avait gagné un corps à corps terrible avec l'Union soviétique, avec le communisme, et que, moyennant quelques convulsions, le modèle démocratique occidental allait l'emporter, parce qu'il avait prouvé sa supériorité. Et c'est vrai que depuis 20 ou 30 ans, c'est tout le thème de ce petit livre de Nuit blanche. Je sais que nous sommes entrés dans un monde nouveau où ces valeurs auxquelles je crois
sont battus en brèche par des islamistes, par des poutiniens ou par des impérialistes chinois. Et je crois qu'il y a là un immense danger. Et ça s'appelle Nuit blanche aux éditions Grasset. Et ce qui est passionnant, c'est que vous vous livrez aussi beaucoup, comme vous ne l'avez jamais fait, au travers donc de cette insomnie que vous racontez. Vous restez avec nous, Bernard-Henri Lévy, parce que c'est l'heure du choix d'Anne-Charlène Bézina. C'est notre rendez-vous chaque soir, le choix du 20h BFM. Je sais. On va parler, vous nous regardez, n'est-ce pas? Naturellement. La vérité sur les comptes, Colbert, Bruno Le Maire et la Commission des finances, tout un programme. Et oui, en effet, parce que il y a peu de temps, la Commission des finances de notre Assemblée nationale, qui est un organe permanent qui s'occupe des comptes, eh bien, s'est constituée commission d'enquête. Alors, le vocabulaire est très américain. Cette commission d'enquête, elle est chargée de faire la vérité sur les comptes, justement, sur le mensonge autour du dérapage du déficit. Et c'est relancé aujourd'hui, parce que Bruno Le Maire a fait, en tout cas, mention de notes personnelles, montrant qu'il était au courant depuis longtemps et qu'il aurait alerté. Alors, est-ce que pour obtenir des informations, la Commission des finances aurait pu faire autrement? Oh oui, alors ça, la Commission des finances, c'est le premier flic des comptes. En réalité, elle a la capacité d'aller sur pièce et sur place, prendre tous les documents qu'elle souhaite et d'auditionner absolument qui lui chante. Donc oui, les moyens étaient nombreux, Cour des comptes, audit, mission d'information, les moyens ne manquaient pas. Alors, quelles sont les fautes qui sont reprochées ici? Alors aujourd'hui, on parle de dérapage financier, c'est-à-dire d'une capacité qu'aurait eu peut-être le ministre des Finances, et au Bercy au moins, d'anticiper un petit peu la dégradation du déficit. Alors, juridiquement, c'est vrai que ça aurait pu justifier ce qu'on appelle une loi de finances rectificative pour venir rectifier à la baisse les espérances qui étaient les siennes. Mais juridiquement, on peut pas contraindre un gouvernement à prendre des lois de finances rectificatives. Et vous savez que justement, Colbert avait l'habitude de dire qu'en fait, il fallait essayer de chercher le moindre coût citoyen. Il disait les impôts, c'est comme pour plumer les oies. L'idée, c'est de prendre le plus de plumes, mais avec le moins de cris. Donc, on peut pas reprocher à nos politiques de faire de la politique. La Cour des comptes, déjà en 2016, avait taxé d'insincérité le budget de François Hollande qui aurait caché plus ou moins 8 milliards d'euros avant de sortir pour être un petit peu la tête haute au moment de l'alternance. Donc les alternances, les moments comme ça, l'instabilité politique, eh bien ça coûte souvent à l'insincérité de nos comptes. Alors c'est la grande question, c'est que la démarche, à mon avis, elle ne me paraît pas juridique mais politique. Complètement. Étant donné que c'est Éric Coquerel, le président de la Commission des finances, qui est à l'origine de cette transmutation d'une commission d'enquête, on se doute bien que derrière la question, la destitution du président de la République, qui est portée par ce groupe, est sous-jacente. Notamment parce que l'idée, c'est de faire infuser la petite musique suivant laquelle c'est inadmissible que le président de la République soit irresponsable. Mais cette irresponsabilité, c'est la séparation des pouvoirs. On ne connaît pas un seul président de la République. Charles d'Angleterre, Donald Trump ne sont pas responsables devant leur assemblée. C'est normal, c'est le rôle du Premier ministre. Donc, il y a là le respect de la séparation des pouvoirs de 1789, de toute notre histoire. Et donc, je crois qu'on peut dire que, les affaires Sarkozy ont montré que le président de la République n'était pas injusticiable. La dissolution de 2024 a montré qu'il y avait bien une sanction dans les urnes politiquement. Donc, moi, ce que je voudrais attirer comme regard, c'est l'idée qu'on peut obtenir la vérité sans chercher des coupables. Alors attention à la pénalisation de tout. La vérité sans chercher des coupables, c'est un débat très philosophique, ça. On le poursuivra une prochaine fois avec vous, avec plaisir. Vous revenez quand vous voulez dans le 20h BFM. Et l'autre débat, en effet, vous venez de le dire, c'est la bordélisation systématique de nos institutions, de l'Assemblée, par deux forces politiques qui sont LFI, d'une part, Coquerel et les autres, et le Rassemblement national. Voilà. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été avec nous. Il est 21h01, tout juste l'heure de vous rappeler, bien sûr, les principaux titres de l'actualité.